Quand Hitler sera le dictateur de l'Allemagne, il appliquera ce qu'il a écrit dans son livre, Mein Kampf. Une race plus forte chassera les races faibles, car la ruée finale vers la vie anéantit les faibles, pour donner leur place aux forts. Comment Hitler a-t-il réussi à prendre le pouvoir et devenir le chef, le Führer ? Nuremberg, 1929. Au congrès du parti nazi commence véritablement ce que le dramaturge allemand Bertolt Brecht appelle la résistible ascension d'Adolf Hitler. Une nouvelle crise économique très violente, partie des États-Unis, ravage le monde et surtout l'Allemagne. Les usines ferment les unes après les autres et le nombre des chômeurs atteindra le chiffre effrayant de 6 millions. Désespérés, ils sont nombreux à se tourner vers les nazis et vers les communistes qui ont aussi leurs troupes de paramilitaires en uniforme. Communistes et nazis vont se heurter violemment dans toutes les élections qui suivent. Hitler provoque le désordre et prétend être le seul à pouvoir l'arrêter. Ce véritable chantage s'avère efficace. Hitler va rallier les commerçants et les petits propriétaires en dénonçant ce qu'il appelle la peste rouge, les marxistes égalitaires qui effraient aussi les paysans. Le résultat est incroyable. 100 députés nazis font leur entrée au Parlement allemand, le Reichstag. Hitler est à la tête de la deuxième formation politique du pays, derrière les socialistes. Pourtant, cela n'inquiète pas vraiment les classes dirigeantes qui méprisent Hitler. Stefan Zweig écrit « Pour eux, le pouvoir a toujours été réservé aux barons, aux princes et à ceux qui ont une culture universitaire. Rien n'a autant aveuglé les intellectuels allemands que l'orgueil de leur culture. » Pendant ce temps-là, Hitler continue son ascension. En un an, il s'impose à l'extrême droite allemande. Les fédérations d'anciens combattants, comme les Casques d'Acier, qui ont 500 000 adhérents, devront se soumettre. Derrière cette posture dominatrice, Hitler cache un terrible secret. Il sort à peine d'un scandale dont il a bien failli ne pas se remettre. Des rumeurs circulent dans la presse. Il vient de vivre un drame personnel. Une passion pour sa propre nièce, Kelly Raubal, 23 ans. Il l'a aimée d'une manière irrationnelle, possessive. Elle vient de se suicider. Elle vivait avec lui dans son appartement de Munich. Elle avait confié à un ami « Mon oncle est un monstre. Personne n'imagine ce qu'il exige de moi. » Elle avait voulu le quitter. Elle était morte.
Une campagne de presse se déchaîne contre lui, l'accusant de déviation sexuelle et même d'avoir fait tuer Geli. Hitler, très déprimé, menace à son tour de se suicider. Son entourage s'inquiète et décide de réagir. Son photographe, Heinrich Hoffmann, lui avait présenté l'une de ses secrétaires. Elle ressemble à Geli. Elle s'appelle Eva Braun. Elle a 19 ans. Elle est déjà assez délurée. Elle fera l'affaire. Elle est séduite par la popularité du chef du parti nazi. Hitler va en faire sa nouvelle maîtresse de l'ombre. Il se proclame célibataire, marié à l'Allemagne, pour séduire l'électorat féminin. Les Allemands ont déjà le droit de vote grâce au mouvement féministe. Eva Braun est avant tout une sportive. Elle rêve de devenir actrice et de se montrer dans des films de Tarzan, à Hollywood. Auprès d'elle, Hitler retrouve sa hargne d'animal politique, alors que s'annonce la fin du mandat du président de l'Allemagne, Hindenburg. Hitler est candidat à sa succession en 1932. À peine 10 ans après sa tentative de putsch et la prison, Hitler pourrait devenir président de l'Allemagne. Les Allemands découvrent un affichage impressionnant. Le chef de la propagande nazie, Joseph Goebbels, dit « Soyons grandioses ». Il invente une campagne électorale ultramoderne, en avion, une première en Europe. Le plus grand appareil commercial de l'époque est mis à sa disposition par le directeur de la compagnie aérienne, Lufthansa, qui ne refuse pas cette publicité. Hitler, affublé d'un casque de cuir, s'embarque pour un périple de près de 100 villes d'Allemagne où il pourra mesurer sa popularité. Son pilote, Hans Bauer, témoigne. « Nous avons volé par tous les temps, orage, tempête. Aucune réunion n'a dû être annulée. Les gens ont commencé à perdre leur peur de l'avion. Et Hans Bauer a cette conclusion. Hitler a contribué à l'extension du trafic aérien. Goebbels invente le slogan « Le Führer au-dessus de l'Allemagne ». Il forge le mythe d'Hitler, sauveur suprême, avec ce survol soigneusement filmé et qui sera projeté dans tout le pays. Mais Goebbels n'est pas si détendu. Cette campagne coûte cher et les industriels se méfient encore un peu de la violence d'Hitler. Les nazis doivent faire payer l'équivalent d'1 € à chacun de ceux qui viennent écouter Hitler. Cela ne les rebute pas. Au contraire. Un spectateur, von Spahn, raconte cette expérience. Soudain, j'ai senti les yeux d'Hitler sur moi et j'en ai été frappé pour toute ma vie. Une semaine avant l'élection présidentielle, Hitler rassemble 100 000 Berlinois, lassés des partis traditionnels, qui semblent incapables de faire face à la crise. Dans la foule, Jutta Rudiger, 20 ans. Je ne peux pas vous expliquer l'état dans lequel le chômage nous plongeait. On pensait vraiment que seul Hitler pouvait nous sortir de cette misère. Sie reden nicht von den Zehntausenden, die Jahr für Jahr den Gashahn aufdrehen, nicht weil es ihnen zu gut geht. Grâce à son discours pseudo-social, Hitler devient un candidat sérieux à la présidence. Alors la presse se déchaîne. À droite, Hitler est présenté comme le prototype de l'aventurier politique. À gauche, les insultes sont plus personnelles. Hitler est traité d'efféminé, de tricheur demi-fou,
de charlatans vaniteux, de faux durs à la cravache en peau de rhinocéros. Le président sortant, le maréchal Hindenburg, réactionnaire et monarchiste, reçoit pourtant le soutien de la gauche. Ce qui montre que le danger hitlérien grandit, comme le martèle l'un de ses principaux opposants, le socialiste Otto Wels. Entscheidet euch schnell! Es ist keine Minute Zeit mehr zu verlieren. Nur einen Gedanken, ein Ziel kann es noch geben. Der Faschismus muss geschlagen werden, bis zur Vernichtung. Aus und durch für die Freiheit, die Republik und die deutsche Schaffensarbeit. 10 avril 1932. Le verdict tombe. Hitler ne sera pas président. 13 millions d'Allemands ont voté pour lui. Un tiers de l'électorat. C'est énorme, mais insuffisant. Hindenburg, réélu grâce aux socialistes, ne veut plus dépendre d'eux. Il provoque de nouvelles élections. Et Hitler poursuit sa résistible ascension. Il repart en campagne. Comme il prononce 5 discours par jour, son entourage est sonné. L'un de ses intimes dit « Nous étions comme des soigneurs qui doivent remettre leurs boxeurs en état entre chaque round. » Lui est dopé par la tribune et par la virulence. Die Gegner werfen uns Nationalsozialisten vor und mir insbesondere, dass wir intolerante, unverträgliche Menschen seien. Wir wollten, sagen sie, mit anderen Parteien nicht arbeiten. Die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gestellt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. Pour Hitler, le premier parti qu'il faut abattre dans cette campagne électorale de 1932, c'est le Parti communiste. Les SA sont chargés de la besogne. Ils sont maintenant 400 000 qui s'autofinancent en payant leur uniforme et leur équipement. L'un d'entre eux, Wolf Teubert, est employé dans une délicatessen de Hambourg. À tout moment, il peut rejoindre sa cohorte motorisée. Il dit « Je n'avais qu'une chose dans la tête, risquer ma vie pour l'Allemagne. » L'humiliation du traité de Versailles avait fait de moi un passionné défenseur d'Hitler. Il y avait la camaraderie, la solidarité et la fierté d'avoir un uniforme. Nous qui avions honte d'avoir été trop jeunes pour combattre pendant la Grande Guerre, nous profitions de l'expérience des anciens. Goebbels leur avait fabriqué une idole, un petit voyou berlinois, promu chef de section d'assaut, Horst Wessel. Tué par les communistes un an auparavant, il était devenu le martyr du nazisme. À ses obsèques grandioses, le chef de la propagande, Goebbels, avait comparé son sacrifice à celui du Christ. Il avait fait filmer ces images pour montrer que le nazisme est une dévotion, comme le christianisme. Puis, il avait fait mettre en musique ce qu'il avait présenté comme le dernier poème du SA pour en faire l'hymne officiel du parti nazi, le Horst Wessel Lied, le chant de Horst Wessel, le credo de la violence.
Le Front Rouge. Ce sont les milices communistes qui ont toujours porté la casquette d'ouvrier et la blouse à la russe. Toutes ces militantes, tous ces militants, portés par leur idéal. Ils ont, eux aussi, leur champ de combat. Juillet 1932, l'été sanglant de la campagne électorale. Les SA, avec la complicité de la police, affrontent les communistes dans de véritables batailles de rue. Les communistes auront 100 morts et 1000 blessés. Beaucoup d'Allemands, épuisés par le désordre et l'impuissance du gouvernement, approuvent les violences nazies. D'où le résultat des élections. 230 députés nazis. Hitler est désormais le chef du premier parti politique du pays. Pour la première fois, le pouvoir est à sa portée. Très vite, l'euphorie fait place à la déception. Le président Hindenburg refuse de le nommer chancelier, chef du gouvernement. Hindenburg dit à Hitler « Devant Dieu, ma conscience et la patrie, je ne peux donner le pouvoir à un parti aussi intolérant que le vôtre. » Hindenburg lui propose quand même d'entrer au gouvernement. Mais Hitler ne se juge pas comme un homme politique ordinaire qui cherche un poste ministériel. Il veut tout le pouvoir pour fonder un État totalitaire. En quelques semaines, Goebbels, à la tête de l'énorme groupe parlementaire nazi, réussit à paralyser le jeu démocratique. Aucune majorité ne peut se former. Goebbels, avec le sourire maléfique de ses mauvais coups, annonce « Il est grand temps de dissoudre cette assemblée qui ne reflète plus la volonté du peuple. » Ich halte diesen Reichstag für vollkommen überfällig und bin der Überzeugung, dass aufgelöst werden muss, weil nicht mehr dem Willen des Volkes entspricht. Il faut de nouveau des élections, les troisièmes en un an. Elles auront lieu en novembre. Hitler pense encore en profiter. Die Energie und die Zähigkeit gehabt von den damaligen 1000 Mann vor 10 Jahren bis heute 14 Millionen zu machen. Und ich werde aus den 14 Millionen die 20 und die 30 Millionen machen. Les résultats de ces élections sont très décevants pour Hitler. Entouré de sa garde personnelle de SS, il rumine son échec. Il a perdu 2 millions d'électeurs et 40 députés. Goebbels dit « Nous avons pris une claque. Hitler a refusé d'entrer au gouvernement. Les électeurs n'ont pas compris pourquoi. » Goebbels lit avec amertume la presse mondiale. Le Daily Herald de Londres écrit « L'hitlérisme comme force politique est mort. » Le quotidien français, Le Populaire, dirigé par un grand nom du socialisme, Léon Blum, titre « La fin de Hitler ». Non. 3 mois plus tard, Hindenburg, toujours dans l'impossibilité de constituer une majorité, a fini par désigner Hitler, chancelier d'Allemagne. Un étudiant berlinois, Sebastian Hafner, écrit « J'apprends la nouvelle, je suis glacé de terreur. L'espace d'un instant, je sens physiquement l'odeur de sang et de boue. Je perçois quelque chose de dangereux.
comme la grosse patte sale d'un animal prédateur qui plaque ses griffes sur mon visage. Pour en arriver là, le loup s'est fait agneau. Hitler a rassuré Hindenburg en ne demandant que 2 postes ministériels pour les nazis. Celui de l'intérieur pour un policier de Munich, Wilhelm Frick, et Hermann Göring pour lui aussi contrôler la police. 2 postes clés. Hitler avance masqué. Il veut montrer que les membres du gouvernement les plus importants sont un conservateur, Franz von Papen, qui a déjà été chancelier, et l'homme fort de la droite la plus extrême, Alfred Hugenberg, ministre de l'économie et de l'agriculture, au tempérament autoritaire et agressif. Hitler appelle son gouvernement cabinet de concentration nationale pour donner l'impression qu'il ne s'agit pas d'un gouvernement nazi, mais d'une coalition nationaliste. L'ensemble, très réactionnaire, pense pouvoir dominer Hitler. Von Papen se trompe lourdement lorsqu'il dit à Hugenberg « Hitler, c'est notre homme ». Et l'autre répond « Nous l'encadrons ». Le soir même du 30 janvier 1933, Goebbels organise à Berlin, comme dans toutes les grandes villes, une retraite au flambeau qu'il veut grandiose, avec les casques d'acier, les SS et surtout les SA. Goebbels proclame qu'ils sont 1 million à défiler, mais l'attaché militaire britannique les estime à moins de 15 000, que Goebbels fait tourner en rond pendant 4 heures. Il passe sous les fenêtres du président Hindenburg, 85 ans, qui se croit transporté à Verdun en 1916 et dit à son aide de camp « Nos hommes défilent bien, ils ont fait beaucoup de prisonniers. » Hitler, à la chancellerie, reçoit des hommages délirants. Une institutrice de Berlin, Louise Zollmitz, dit « C'était une ivresse sans vin ». Elle ajoute « J'entendais des cris de « Mort aux Juifs ». Le sang des Juifs jaillira sous le couteau. Goebbels conclut « C'est exactement comme un conte de fées ». Au Palais des Sports de Berlin, Hitler va prononcer son premier discours de chancelier. Quel est le plan d'Hitler? Le pouvoir absolu, mais par étapes. Au Parlement siègent encore 200 députés communistes et socialistes. La première décision d'Hitler est donc de dissoudre l'Assemblée et d'organiser de nouvelles élections. Son discours, radiodiffusé, se veut un appel à tous les électeurs, même de gauche, à voter pour lui. Und hege felsenfest Überzeugung, dass eben doch dann einmal die Stunde kommt, in der die Millionen, die uns heute verfluchen, hinter uns stehen und mit uns begrüßen werden dann das gemeinsam geschaffene, wiedererkämpfte, bitter erworbene, neue deutsche Reich der Größe und der Ehre und der Kraft und der Herrlichkeit. Avec ce discours, somme toute conciliant, Hitler continue à avancer masqué. Mais Goebbels vient mettre les points sur les i en revenant aux fondamentaux, l'antisémitisme et la violence, pour l'électorat nazi de base. Und wenn die jüdischen Zeitungen heute glauben, auf versteckte Drohungen die nationalsozialistische Bewegung einschüchtern zu können, sie sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden.
Im Übrigen können unsere Parteigenossen und SA-Männer auch darüber beruhigt sein, dass eher als wir alle denken, die Stunde des Endes des roten Terrors gekommen sein wird. Und wir werden den Herren vom Karl-Liebknecht-Haus bald Töne beibringen, die sie noch niemals vernommen haben. Deux semaines plus tard, à Berlin, le grand bâtiment du Reichstag, le Parlement, brûle dans la nuit. De ce symbole puissant de la démocratie allemande, il ne reste plus rien. L'enquête, menée par une police aux ordres de Göring, incrimine un communiste hollandais appelé Marinus van der Lubbe, 24 ans, soupçonné d'avoir un lourd passé d'incendiaire. Rapidement déclaré coupable, il sera décapité. À qui profite le crime? Aux nazis. Hitler et Göring agitent le spectre d'un complot des Rouges. Göring fait arrêter 4000 communistes et leurs chefs. Mais le Parti communiste n'est pas encore interdit. Car Hitler veut garder une apparence de légalité pour les élections législatives qui doivent conforter son pouvoir. Les Allemands, tellement saturés de campagnes électorales et de désordre, voient de nouveau dans tout le pays les SA se déployer, comme disent les nazis, pour protéger la population des attentats communistes. Les SA sont plus d'1 million. Armés, ils ont le statut d'auxiliaires de la police. Ils se positionnent dans toute l'Allemagne devant les sièges des partis de gauche et des syndicats. Ils vont, encore une fois, semer leur violence, pendant qu'Hitler, lui, montre ostensiblement qu'il joue le jeu électoral pour continuer à rassurer le président Hindenburg, de plus en plus fatigué. Göring, menaçant, avec son poignard, dans son fauteuil gothique, donne sa version mensongère du résultat des élections. Der 5. März bedeutet für einen Mann und eine Bewegung einen gewaltigen Sieg. Der Sieger des 5. heißt Adolf Hitler und die Bewegung ist der Nationalsozialismus. Beides aber ist gleichzusetzen mit dem deutschen Volke und dem Deutschen Reich. En fait, Hitler et sa coalition atteignent à peine la majorité. Malgré toute sa propagande et l'intimidation des SA, Hitler n'a pas pu empêcher les communistes d'obtenir 12% des voix. Alors Hitler jette le masque et entre dans l'illégalité, avec la complicité de son gouvernement. Il supprime l'élection des députés communistes, les fait arrêter et envoyer dans les camps de concentration d'Oranienburg, près de Berlin, et de Dachau, près de Munich, qui viennent juste d'être installés par les nazis. Ce sont les premiers des 16 camps ouverts pendant la seule année 1933. Le nombre des détenus politiques passe à 100 000 dans les premiers mois du régime. L'étudiant communiste Klaus Bastian raconte: les gardes fouettaient les détenus, les poussaient dans l'eau glaciale. Il fallait toujours craindre pour sa vie, de jour et de nuit. Les nazis montrent, au contraire, que ces parlementaires, ces hauts fonctionnaires, ces syndicalistes sont rééduqués. L'ombre maléfique de la dictature s'étend sur l'Allemagne. Comme le Reichstag a brûlé, Hitler réunit le nouveau Parlement à l'Opéra Royal, encerclé par les SA, pour demander les pleins pouvoirs. Il n'y a plus de communistes. La plupart sont dans les camps. Les 94 socialistes qui sont encore présents
auront le courage de voter contre Hitler. Ils seront, eux aussi, arrêtés, emprisonnés ou contraints à l'exil. 441 députés de l'extrême droite au centre catholique écoutent un long discours roublard d'Hitler destiné à donner le change. Il promet tout, comme toujours. La fin du chômage, le salut de la paysannerie, le respect des droits et surtout, la paix. L'Assemblée se suicide en votant les pleins pouvoirs à Hitler pour 4 ans. Le président Hindenburg ne pourra plus discuter les décisions du chancelier. Sous les vivats, la démocratie meurt en Allemagne. Que Hitler, un homme qui a cimenté son pouvoir par l'antisémitisme, puisse diriger l'un des pays les plus industrialisés de la planète, est perçu comme une menace universelle. Dans le monde entier, les manifestations contre Hitler, comme ici à New York, protestent contre sa barbarie, son obscurantisme, ou proclament « le judaïsme survivra à l'hitlérisme ». Tous appellent à un boycott mondial des produits allemands. Pour les dissuader, Hitler ordonne, à titre d'avertissement, une journée de boycott des magasins juifs en Allemagne. Un cinéaste amateur teste, avec sa femme, la détermination des nazis postés devant les magasins juifs. Les Juifs allemands découvrent avec horreur les pancartes des SA. Pas un centime pour le capitalisme juif. Acheté allemand. Les Juifs font notre malheur. C'est le début de la persécution. Edwin Landau, propriétaire d'un grand magasin de Prusse orientale, écrit, avant d'émigrer en Palestine avec sa famille: en quelques heures, s'était produite une transformation en moi. Ce pays et ce peuple que j'avais aimé et estimé jusque-là étaient devenus soudainement mes ennemis. Je n'étais plus allemand, ou je ne devais plus l'être. J'avais honte d'avoir un jour appartenu à ce peuple. J'avais honte de la confiance que j'avais faite à tant de personnes qui désormais se démasquaient et se révélaient être mes ennemis. L'antisémitisme a contaminé les universités. Le nazisme a perverti les esprits contre la culture moderne, imposé une idéologie sectaire et intolérante qui va amener les étudiants à brûler eux-mêmes des livres. Aidés par les écoliers et encadrés par les SA, ils rassemblent, dans toute l'Allemagne, les ouvrages des bibliothèques, des librairies, des éditeurs qui correspondent à ce qu'Hitler appelle l'esprit non allemand. Sur la liste noire nazie, Karl Marx, Sigmund Freud, Stefan Zweig, plus de 300 auteurs, surtout juifs ou communistes. 12 000 titres sont condamnés. Des centaines de milliers de livres doivent être brûlés. Et les SA préparent les bûchers. À Berlin, place de l'Opéra, Goebbels prononce le sermon radiodiffusé qui ouvre la messe noire de cette autodafé sortie du Moyen-Âge. Meine Kommilitonen, deutsche Männer und Frauen, das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Und der kommende deutsche Mensch wird nicht nur ein Mensch des Buches,
sondern auch ein Mensch des Charakters sein. Une jeune berlinoise, Dorothea Gunther, assiste à l'autodafé et au rituel nazi. Elle témoigne. Les SA et les étudiants criaient le titre du livre, le nom de l'auteur. Ils hurlaient qu'il était juif, ou bien pacifiste, ou féministe, ou tout simplement moderne, en prononçant la sentence « Nous te livrons au feu » et en jetant le livre aux flammes. Je restais sans voix et profondément outré, car nous avions lu et discuté nombre de ces ouvrages qui finissaient en flammes. Léon Blum écrit « Ce qu'il aurait fallu en Allemagne, c'est que les socialistes et les communistes luttent dans le même sens. » Mais les socialistes ne le voulaient pas. Et pour les communistes, Moscou avait donné ses ordres. Pas d'alliance avec les socialistes, qualifiés de sociaux-traîtres. Les consignes suicidaires de Staline ont bien aidé Hitler. Hitler a supprimé les syndicats. Le 21 juillet 1933, il interdit le Parti socialiste. Die große Zeit ist jetzt angebrochen. Deutschland ist nun erwacht. Die Macht haben wir nun in Deutschland gewonnen. Nun gilt es, das deutsche Volk zu gewinnen. Le peuple allemand, lui, peut partir en vacances. Le parti nazi est désormais le parti unique. Ces slogans antisémites n'intéressent pas trop les gens. Ils sont pour la plupart indifférents au sort de leurs compatriotes juifs, qui après tout ne sont que 500 000, moins de 1% de la population. La moitié de ces juifs allemands réussira à émigrer. Gerda Blackman témoigne. Nous avons réussi à embarquer à condition de laisser tous nos biens derrière nous. Les juifs allemands, les plus démunis, resteront bloqués en Allemagne. Ils seront déportés dans les ghettos de l'Est, puis exterminés dans les camps. Les opposants au régime s'enfuiront comme ils pourront, où ils pourront, surtout en France, où ils seront un jour rattrapés par la guerre, l'occupation allemande et livrés aux nazis. Beaucoup de ceux qui ne partiront pas à temps ou qui voudront rester pour continuer la lutte seront capturés et martyrisés dans les camps. L'immense majorité des Allemands s'accommodera de la dictature. Certains commenceront à monter, chaque matin, le drapeau à croix gammée, devenu l'emblème officiel de l'Allemagne. Les autres, une fois la presse muselée, ne pourront plus lire que des journaux nazis. Leur fille apprendra, elle aussi, ce salut devenu obligatoire. Leur fils entrera à la Hitlerjugend, la jeunesse hitlérienne, qui développe si bien l'agressivité. À l'école, le maître lui enseignera le maniement des armes.
l'instituteur devra prendre des exemples judicieux et vivants pour aborder l'arithmétique. Quel est le prix de revient d'un élève? Un handicapé mental coûte 1800 marks par an à l'État. Un élève moyen, 320 marks. Et un brillant élève ne revient qu'à 125 marks. Conclusion, la société ne peut survivre que si ses citoyens sont génétiquement sains. L'aîné entrera à la BDM, la Bunddeutscher Mädel, la Ligue des jeunes filles allemandes. Elles forment de bonnes épouses qui auront beaucoup de petits soldats. Ils se feront tuer, à 10 ans, dans les derniers combats de Berlin. Mais tout cela, les Allemands ne le savent pas encore dans cet été de 1933. Hitler n'est pas tout à fait le chef suprême. Il lui faut continuer à anesthésier son peuple avec sa propagande. Comme le film La victoire de la foi sur le premier congrès depuis la prise de pouvoir du parti nazi, désormais parti unique. Hitler est bien servi par le talent de la jeune réalisatrice Leni Riefenstahl, qui le subjugue par sa beauté et son énergie. Elle sait comment glorifier par ses cadrages et sa lumière le nouveau Dieu d'une nouvelle mystique, celle de la race, du chef, de la puissance. Et ses apôtres, comme le fidèle des fidèles, Rudolf Hess, l'un des rédacteurs des lois anti-juives, Joseph Goebbels, qui a fait de la propagande un grand ministère, Hermann Göring, qui va faire renaître l'aviation allemande, ou Ernst Röhm, le chef de cette horde de fanatiques, les SA. Rien ne laisse prévoir que ce film sera interdit l'année suivante, parce que Röhm, pourtant complice d'Hitler depuis le putsch manqué de 1923, sera accusé de trahison. Peut-être parce qu'il est trop près d'Hitler, ou que les SA sont trop nombreux. Ils sont 2 millions, une force concurrente de l'armée. Hitler, pour avoir le soutien des militaires, va les mettre au pas et éliminer Röhm. Tout commence l'été suivant, quand Hitler se rend en Italie pour rencontrer Mussolini à Venise. Hitler est impressionné par son grand aîné, son modèle. Il recherche l'accord de Mussolini à son projet d'annexion de l'Autriche. Mussolini refuse. Il ne veut pas d'une présence allemande à ses frontières. Il n'apprécie pas Hitler. Il dit « Ce type me fait l'effet d'un moine bavard. » Il lui fait visiter Venise, en prenant soin de commencer par les navires de sa flotte de guerre, alors qu'Hitler n'a pas de marine. Hitler va rentrer à Berlin mortifié. Il comprend que tant qu'il n'aura pas reconstitué sa force militaire, il ne pourra rien entreprendre. Hitler se rend aux manœuvres de la Reichswehr, la petite armée allemande, réduite par le traité de Versailles à 100 000 hommes, mais très entraînée. Hitler sait bien que pour faire la guerre, il faut des généraux, des amiraux, des officiers compétents, des stratèges, des spécialistes. Il a toujours promis à l'armée de la délivrer du carcan du traité de Versailles, de lui redonner ses effectifs et son armement. Mais les généraux veulent plus. Ils veulent la peau de Röhm et des SA, qui pourraient avaler l'armée.
Röhm est aussi très critiqué pour sa folie des grandeurs. Il fait de l'ombre à Hitler. Les milieux de l'industrie s'inquiètent quand il proclame « La révolution nationale-socialiste n'est pas terminée ». Goebbels dit « C'est un bolchevique déguisé ». Ils sont complices depuis 15 ans. Mais Hitler a pris sa décision. Éliminer Röhm en prétextant qu'il prépare un coup d'État. Hitler désigne les bourreaux. Himmler, chef des SS. Heydrich, chef de la Gestapo. Sepp Dietrich, un ancien garçon boucher, devenu chef de la garde rapprochée du Führer. Entre le 30 juin et le 2 juillet 1934, ce qu'Hitler va appeler la nuit des longs couteaux, les SS assassinent Röhm et 85 opposants possibles ou témoins gênants du passé du Führer. Après la disparition de Röhm, les SA perdent toute influence et sont réduits au service d'ordre. L'armée est satisfaite, comme les industriels, et Sepp Dietrich est promu général SS. Quand Leni Riefenstahl tourne son film suivant, Le triomphe de la volonté, sur le congrès du parti nazi de 1934, seuls les uniformes noirs des SS défilent derrière Himmler. Maintenant, en haut de la pyramide, Hitler est seul. Un mois après, la nuit des longs couteaux, le dernier président de la République, le maréchal Hindenburg, meurt à 87 ans. La démocratie est morte et enterrée depuis longtemps. La dictature continue sa marche implacable. Hitler devient le chef des armées. Son pouvoir est total. Et tous les soldats jurent fidélité au Führer, notre chef et celui du peuple allemand, Adolf Hitler. Adolf Hitler! Hitler se rend au festival de Bayreuth. Écoutez Wagner, son musicien préféré. La belle-fille du compositeur, Winifred Wagner, qui l'a soutenu à ses débuts si difficiles, le reçoit maintenant en maître de l'Allemagne. Hitler peut mesurer le chemin parcouru. Il a réalisé le rêve insensé de sa jeunesse. Devenir Rienzi, son héros wagnérien favori, qui se sacrifie pour sauver son peuple, en adoration devant lui. Il s'embarque, comme Siegfried, sur la mer du Nord, vers ses chimères, accompagné de ceux qui l'ont créé et qui ne peuvent plus aujourd'hui maîtriser celui qui est devenu le golem, la créature de la Bible, faite de glaise et qui aveuglera les humains de sa puissance infernale. Hitler va d'abord s'approprier les réussites de la République de Weimar, comme les fameuses autoroutes, qui deviendront les vitrines du régime nazi. Hitler va ensuite frapper, en promulguant les lois raciales de Nuremberg. Il va brûler les synagogues dans le grand pogrom de la nuit de cristal, prélude à la solution finale. Il va violer le traité de Versailles
en réoccupant les zones démilitarisées en 1919. Comme la France et l'Angleterre ne réagiront pas, leur faiblesse amènera Mussolini à se rapprocher d'Hitler, le laissant annexer l'Autriche pour accomplir ce qu'il appelle sa mission, réunir à l'Allemagne les peuples qui parlent allemand. Il va intervenir dans la sanglante guerre d'Espagne en lançant ses bombardiers, assassiner la population de Guernica et en assurant la victoire des fascistes de Franco sur la République espagnole. Il rêve à sa grande armée, comme celle de Napoléon. Il l'entraînera vers Moscou. En proclamant toujours qu'il veut la paix. Wir wollen einst ein Reich sehen und ihr müsst euch schon dafür erziehen. Wir wollen, dass dieses Volk einst gehorsam ist und ihr müsst euch in den Gehorsam üben. Wir wollen, dass dieses Volk einst friedliebend und aber auch tapfer ist und ihr müsst friedfertig sein. L'Allemagne, abreuvée de discours et de manifestations grandioses, va perdre le contact avec la réalité. Quand l'Allemagne sera prête, Hitler, féroce et obstiné, l'entraînera, et le monde avec elle, dans une longue nuit, peuplée des fantômes de 50 millions de morts.